Qu'allez-vous faire le 9 juin prochain? Important, n'est-ce pas? Le sort de l'Union européenne, donc de votre pays, est entre vos petites mains d'électeurs ou d'électrices. Du moins sur le papier. Ou plutôt, nous allons voir ça ensemble. Ceci est la deuxième vidéo de préparation aux élections du 9 juin prochain. Je vous encourage à ne pas vous laisser décourager par un début qui vous paraîtrait trop ardu. Comme pour la première vidéo, n'hésitez pas à aller directement au sujet qui vous intéresse. Dans la première vidéo, je pense avoir montré que le commerce, valeur intrinsèque de l'Union européenne, n'est absolument pas une garantie de paix, et même que du contraire. Je pense avoir montré également quelles sont les limites de la discussion sociale dans le système néolibéral peu assumé mais réel de l'Union européenne. Dans cette deuxième vidéo, je parlerai principalement des différences sociales entre les pays de l'Union européenne qui tendent à montrer qu'une Europe sociale n'est manifestement pas à l'ordre du jour. Ensuite, je vous parlerai en termes le moins techniques possible de la fameuse règle budgétaire qu'on nous assène toujours pour justifier les économies sur les conquêtes sociales confisquées par l'État libéral. Enfin, en attendant une troisième vidéo, je vous parlerai des valeurs défendues par l'Union européenne. Dans une troisième et dernière vidéo, je parlerai plus spécifiquement du rapport de l'Union européenne à l'environnement. Alors, chaque fois, mon point de vue sera très subjectif évidemment. Je ne m'intéresse pas du tout aux résultats économiques de l'Union européenne, mais bien à la défense de valeurs de gauche, autrement dit la solidarité et l'égalité, la liberté de contester l'ordre économique capitaliste, ce genre de choses. Pas question non plus de détailler des pseudo-projets qui ne verront jamais le jour, comme le Green Deal, en ce qu'ils ne répondent pas du tout aux nécessités environnementales et sociales, puisqu'ils reposent toujours sur la croissance et le commerce international. Or, le commerce international creuse les inégalités et la croissance plombe tout projet de réduction de la consommation, autrement dit de la pollution. Alors ici je me mets là parce que c'est assez petit, voilà, et ben, évidemment vous pouvez vous replonger dans l'idée. Alors qu'est-ce que c'est que tout ceci? Donc ça ça vient de Eurostat, donc fatalement comme disait Didier tout à l'heure, ça a été calculé en fonction des données nationales qui ont été récoltées par les différents organismes nationaux, donc à prendre avec des pincettes certes, mais c'est quand même assez exemplatif. Il s'agit donc des salaires minimums alors salaire minimum à temps plein, tatati tatata. Donc évidemment, on compare ce qui est comparable et ça ne veut pas dire qu'on compare toutes les situations notamment de temps partiel. Bon, on est d'accord, mais disons qu'il faut bien partir de quelque chose. Et je dis ça aussi notamment parce que très souvent, quand on regarde la télé ou quand on écoute la radio, vous avez évidemment toujours le bonhomme qui va vous dire « je vais vous donner un chiffre ». Donc moi je vous en donner deux ici, mais il est clair qu'il faut les compléter avec tout un ensemble de choses qui est notamment le travail à temps partiel, qui est l'accès aux soins de santé, qui est etc. Enfin plein de choses, plein de facteurs qui permettraient de montrer quel est le niveau de vie global. D'où l'intérêt donc de calculs comme le coefficient de Gini qui permet d'avoir une meilleure idée du niveau de vie dans un pays. Encore que le coefficient de Gini lui permet de voir plutôt l'égalité dans un pays et non pas nécessairement le niveau de vie. Bref, donc on a affaire ici au salaire minimum dans les différents pays de l'Union européenne, plus des candidats à l'Union européenne. Et vous allez vite voir, si vous regardez bien, que certains pays ne figurent pas ici. C'est tout simplement parce que certains pays dans l'Union européenne n'ont toujours pas de salaire minimum. Alors ce sont des pays comme par exemple l'Italie, la Suède ou le Danemark, n'ont pas de salaire minimum. Et vous allez voir aussi que des pays comme Chypre ou l'Allemagne n'avaient pas de salaire minimum en 2014. C'est nouveau, ils ont un salaire minimum depuis peu de temps. Donc l'Allemagne n'avait pas de salaire minimum jusqu'à il y a quelques années, maintenant elle en a un. Et donc évidemment on ne peut pas avoir la progression du salaire minimum en Allemagne puisque c'est pas possible. Donc vous avez la progression du salaire minimum entre 2014 et 2024 dans les différents pays, avec également le taux d'accroissement moyen par an, qui se trouve avec les petits tirets rouges. Évidemment, le petit tiret rouge est à comparer aux chiffres qui se trouvent sur la colonne de droite, et le salaire minimum, c'est avec l'échelle qui se trouve sur l'axe des Y de gauche. Par exemple, donc vous avez pour le Luxembourg un salaire minimum qui dépasse 2500 € par mois, brut, hein, et pour Chypre, vous avez un salaire minimum qui atteint 1000 € par mois. Pour la Bulgarie, il plafonne en dessous de 500 € par mois. Sachant cependant que le taux d'accroissement du salaire minimum bulgare, eh ben, il dépasse les 10% par an. Donc ça veut dire que, a priori, il s'accroît. Mais ce qui nous permet donc de voir qu'il y a en gros, disons, trois groupes de salaire minimum en Europe. Le groupe 1 qui est au-dessus de 1500 € par mois, avec la France en queue de peloton. Le groupe 2 qui ne reprend que deux pays, l'Espagne et la Slovénie, entre 1000 et 1500 € par mois. Et le groupe 3, un peu plus important, et qui reprend essentiellement donc des pays d'Europe de l'Est plus la Grèce et le Portugal, et qui est en dessous de 1000 € par mois.
Alors pourquoi est-ce que je vous montre ça? Notamment pour vous montrer que même si les écarts tendent à diminuer, on est encore loin évidemment d'une unité sociale entre les nouveaux adhérents et les anciens pays d'Europe de l'Ouest. Même si on fait un rapide calcul, on va s'apercevoir par exemple qu'est-ce que j'ai pris comme exemple, la Slovénie. Donc la Slovénie, si elle continue à voir son salaire minimum grandir comme il est en train de le faire maintenant, d'ici une dizaine d'années, il va atteindre le salaire minimum français actuel. Entre-temps, normalement, le salaire minimum français actuel aura un petit peu grimpé, mais disons que dans 10 ans, la Slovénie sera devenue moins concurrentielle par rapport à la France, puisque le salaire minimum français, lui, a plutôt tendance à stagner. Mais ça va être évidemment plus long pour d'autres salaires minimums qui vont mettre plus de temps à rejoindre le salaire minimum français et encore plus évidemment le salaire minimum luxembourgeois, qui lui aussi va continuer à grandir à un certain rythme, relativement réduit aussi. Donc ça veut dire que parler d'égalité sociale en Europe est d'autant plus difficile qu'en plus, il faudrait considérer aussi la quantité de personnes, le pourcentage de personnes qui sont effectivement au salaire minimum d'un pays à l'autre. C'est pas évident, puisque une fois qu'on a comparé les salaires minimums, il faut voir par exemple qu'entre l'Espagne et la Slovénie, on peut se dire ils avaient une situation comparable, l'Espagne et la Slovénie. La Slovénie, c'est un pays qui a adhéré récemment. L'Espagne, c'est un bon vieux pays des années 80 de l'Union européenne, mais en Espagne, le salaire minimum, il n'est touché que par moins de 1% de la population, alors qu'en Slovénie, c'est plus de 15% de la population qui le touche. Donc on a de nouveau des situations qui sont comparables jusqu'à un certain point, puisqu'il y a un plus grand nombre de gens qui ne touchent que le salaire minimum par rapport à l'Espagne. L'Espagne qui pourtant a une situation sociale relativement pénible, mais il y a surtout un problème d'emploi évidemment en Espagne. Donc les cercles bleus c'est le groupe 2, le groupe 3, le cercle vert c'est le groupe 2 et les cercles rouges c'est le groupe 1, autrement dit les plus entre guillemets privilégiés des salaires minimums, en voyant que vous voyez que la Belgique est un des pays où le salaire minimum est touché par le moins de personnes en pourcentage par rapport au nombre de salariés à temps plein. Là, on parle de salaire minimum, même effectivement, avec moins d'argent en Bulgarie, on peut acheter plus de choses. Par contre, les services sont moins bons en Bulgarie. Donc, a priori, si tu tombes malade ou si tu envoies tes enfants à l'école, normalement, les services seront plus efficaces chez nous que là-bas en Bulgarie. Donc, c'est tout ça qu'il faut prendre en compte. Et le problème, c'est qu'un économiste ou un homme politique ne va prendre en compte que les chiffres qui l'intéressent. Et c'est pour ça que les libéraux vont essentiellement prendre le fait que nous sommes un des pays les plus taxés en Europe et dans le monde, ce qui est vrai, mais on est aussi un des pays où les services sont les plus efficaces dans le monde. Donc, autrement dit, il vaut mieux tomber malade ici qu'aux États-Unis, par exemple. Ici, Didier, mon co-animateur dans la formation, est intervenu de manière très pertinente en expliquant qu'en plus, la problématique des salaires minimums pouvait être différente d'une branche à l'autre. On a un salaire minimum de base au niveau de l'État, mais dans certaines branches, le salaire minimum est recalculé et renégocié, parfois à l'avantage des travailleurs, et cela évidemment est invisibilisé par ce genre de statistiques. Oui, et ça tend à montrer qu'effectivement, comparer des pays de l'Union européenne et imaginer une Europe sociale est extrêmement difficile, extrêmement compliqué. On va le voir encore avec les candidats. Donc, vous avez vu donc les candidats à l'Union européenne, que sont par exemple la Turquie, la Serbie, le Monténégro, l'Albanie ou la Macédoine. Ils ont un salaire minimum encore plus bas. Certains ont une augmentation relativement honnête, mais d'autres, ça n'augmente pas des masses. Si on prend la Macédoine, par exemple. On m'a alors posé la question, mais au fond, les patrons vont plutôt privilégier un pays où le salaire minimum n'augmente pas trop et donc vont éviter des pays comme la Slovénie, puisque le salaire a l'air d'augmenter, et vont privilégier d'autres pays. Mais il n'y a pas que ça. Bon, il y a plein de choses différentes. Par exemple, on va plutôt privilégier la Slovénie à la Slovaquie parce que l'éducation en Slovénie est bien plus intéressante. Enfin, l'instruction, la productivité est bien plus importante en Slovénie, en dépit du fait que le salaire minimum est déjà plus élevé, parce que la productivité est meilleure en Slovénie qu'en Slovaquie, par exemple. Donc, mais tous ces critères-là, évidemment, l'entrepreneur, lui, qui regarde son intérêt, va se focaliser à la fois sur le salaire, sur la productivité, etc., sur un tas de facteurs qu'il va pouvoir lire dans les Échos. Par exemple, et qui va lui permettre de choisir en fonction de ses besoins et en fonction de ses désirs, et certainement pas en fonction du confort social des travailleurs. On va être dans le multifactoriel. Les questions de mobilité, de transport des marchandises. Est-ce que ce que je produis a besoin de techniciens qualifiés ou est-ce que c'est du travail à la chaîne répétitif non qualifié? Combien va me coûter l'énergie? Combien me coûte la fiscalité? Combien me coûtent les cotisations sociales? Tous les facteurs qu'un entrepreneur va additionner pour faire son choix d'investissement
Et possiblement, dans certains cas, ce sont les facteurs salariaux qui vont être le déterminant. Ici, une autre personne a voulu intervenir pour préciser que le coût salarial pouvait également, au sein de deux entreprises différentes, représenter de 7% jusqu'à 70% de l'ensemble des coûts d'un produit. Et donc, d'une entreprise à l'autre, le coût salarial pouvait être une variable plus ou moins importante, ce qui est effectivement très très pertinent et mériterait qu'on s'y attarde au cas par cas, mais ce n'est pas le but de notre petite formation. Oui, bien entendu, bah oui. Oui, donc tout ça mis ensemble, et cela m'amène à un des candidats principaux à l'adhésion à l'Union européenne, qui est l'Ukraine. L'Ukraine qui a une population très bien instruite, notamment héritée du système soviétique, malgré tout, avec des écoles qui ont continué à fonctionner quand même assez longtemps, même si pour l'instant ça se désagrège, puisque, bon, alors pas seulement à cause de la guerre, mais déjà avant, à cause de la corruption, à cause de problèmes de rentrée d'argent, on a affaire à une population qui risque de rentrer dans l'Union européenne, qui actuellement a un salaire minimum d'environ 200 euros, qui grimpe un tout petit peu, mais qui grimpe vraiment de petit à petit. C'est un candidat à l'adhésion qui compte entre 42 et 44 millions d'habitants, c'est-à-dire à peu près un dixième de la population européenne actuelle, puisqu'on a à peu près 460 millions depuis le départ des Britanniques. Donc on va avoir une population de presque 10% de celle de l'Union européenne qui va rentrer, avec un salaire minimum de 15% de celui du groupe 1, donc du groupe des plus privilégiés, dont nous, la Belgique. Et donc on constate qu'à chaque fois qu'il y a une adhésion d'un nouveau candidat, en fait, même si a priori des pays comme la Slovénie, la Slovaquie, etc. voient leur salaire minimum grimper, chaque fois qu'on en fait rentrer un nouveau, on se retrouve avec de nouveau un salaire minimum plus bas qui doit prendre le temps de monter. Autrement dit, l'Union européenne agglomère chaque fois des masses de travailleuses et de travailleurs qui sont prêts à accepter des emplois mal rémunérés, en tout cas dans des conditions sociales différentes, très très inférieures aux nôtres. Ça va pas s'améliorer évidemment avec l'Albanie, la Géorgie ou la Macédoine, par exemple. Et évidemment, ça veut dire que une Europe sociale de demain, ça risque plutôt d'être après-demain ou après-après-demain, en tout cas pas tout de suite. Voilà, donc là on va vraiment rentrer dans le dur et notamment dans les articles des traités. Donc là je vous rappelle, dès que ça dépasse 50, vous êtes certain que c'est pas le TUE, c'est le TFUE. En l'occurrence ici, effectivement, les articles 123 et 127 sont ceux qui déterminent la politique monétaire. Quand on vous parle d'inflation basse nécessitée par l'Union européenne, ou quand on parle de marché ouvert sur base d'une concurrence libre, ce sont ces éléments-là se retrouvent dans les articles 123 et 127 du TFUE, qui déterminent donc la politique monétaire et la base de ce que la Banque centrale européenne fait, parce qu'elle le peut, parce qu'elle le veut, mais surtout parce qu'elle le doit. Et donc, qu'importe le bien commun, l'emploi, la disponibilité de monnaie au service, non, ce qui importe, c'est que les rentiers soient servis et qu'on ne touche pas aux règles de la concurrence. Petite question assez fréquente ici sur le principe de la planche à billets du crédit. Alors, la Banque centrale européenne détermine la quantité de monnaie disponible dans les différentes banques privées, puisque maintenant quand je dis maintenant, c'est depuis très très longtemps que les banques privées sont en fait les créatrices de monnaie dans l'économie de type capitaliste. Ces banques privées peuvent prêter de l'argent et donc créer de l'argent à concurrence d'une certaine quantité déterminée par la Banque centrale européenne et pas plus. Et donc ce qu'on appelle communément la planche à billets, autrement dit le fait de créer de la monnaie, mais ce qui ne veut pas dire créer des billets de banque, ça je suppose que vous le savez, ça veut dire créer des lignes de crédit, en effet. C'est déterminé par la Banque centrale européenne. Maintenant, après, les banques privées en font ce qu'elles veulent. Donc quand, par exemple, pendant les différentes crises qu'on a traversées, la Banque centrale européenne a lâché le truc en disant maintenant il faut absolument que les banques privées prêtent plus d'argent de manière à ce qu'il y ait plus d'argent disponible pour que l'économie reprenne, c'est effectivement ce qu'elles ont fait. Et les banques privées, qu'est-ce qu'elles se sont empressées de faire? C'est de se prêter entre elles de l'argent de telle sorte parce que ça permettait de garder, de sécuriser cet argent-là et de financer surtout et de prêter surtout à l'économie financière plutôt qu'à l'économie réelle, parce que c'était là qu'on faisait de l'argent, ce qui fait que ça n'a pas vraiment réglé le problème de la crise économique. Donc là, on va arriver à un article intermédiaire dans la politique monétaire, c'est celui de la règle d'or. Alors, quand on parle de règle d'or, donc c'est ces fameux 60 et 3% dont on va reparler, c'est déterminé par l'article 126 du TFUE, sachant que ce n'est pas là non plus que vous allez trouver les chiffres de 60 et de 3% dont on va parler tout de suite, mais c'est quand même l'article qui détermine que il va falloir
réduire la proportion entre la dette publique et le produit intérieur brut. Donc cette règle d'or, c'est celle qui détermine ce qu'on pourrait appeler, nous, la croissance par l'austérité, ce qui selon moi est un non-sens pour une non-solution. Pas que selon moi, il y a d'autres évidemment, je suis pas économiste moi au départ, donc je me suis inspiré de gens qui étaient un peu plus calés que moi en économie. Même si c'est relativement simple, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il faut pas avoir fait HEC ou des grandes écoles d'administration pour comprendre ce que c'est que l'économie. Ceux qui vous disent ce genre de choses-là sont simplement de mauvaise foi et ils cherchent à vous embarquer dans des discours où on est censé ne rien comprendre. Mais c'est pas parce qu'ils vous sortent des grandes équations que l'économie est compliquée. C'est simplement parce qu'ils ont envie de la compliquer. L'objectif évidemment de cette règle d'or, c'est de réduire le rôle de l'État à sa fonction régalienne, c'est-à-dire la défense, la police, la justice et l'administration de base. Ce qui revient à ce qu'on avait dit à propos du néolibéralisme. Hein. Il faut un État social avec un ordre social fort, avec un état de droit qui permette d'assurer aux entreprises que leurs bénéfices ne seront pas attaqués d'une manière ou d'une autre, où il y a une justice qui fonctionne suffisamment bien pour que de nouveau les échanges commerciaux se fassent dans une certaine sécurité et non pas dans un lieu de marché noir. D'ailleurs pour ça notamment qu'ils n'aiment pas trop l'économie au noir, hein, ça c'est vrai aussi. Donc l'idée de base de la règle d'or, c'est vraiment qu'on a une dette publique et on a un PIB un PIB par pays. On a une dette publique par pays et un PIB par pays. Et que pour respecter la règle d'or, il faut que cette dette publique se réduise et idéalement que le PIB grandisse. Ou en tout cas, il faut qu'il y en ait au moins un des deux qui fasse le chemin en question. Donc si par exemple notre dette publique ne descend pas, il faut que notre PIB grandisse pour que le rapport entre les deux atteigne un jour 60%. Donc il faut absolument que la dette publique belge, un jour, passe des 110 actuellement, 110-115, à 60% du PIB. Ce qui n'arrivera probablement jamais, puisque ça fait genre 30 ans qu'on en parle. Hein. Mais donc, et ce taux est arrivé à un certain moment en dessous de 100% à la fin de l'année 90, si je me souviens bien, et il a repris du poil de la bête depuis lors. Et maintenant, suite aux différentes crises, il atteint les 110-115%. Juste un petit rappel, donc le PIB, c'est l'expression de l'activité économique produite ou de la production des richesses ou de l'observation de la valeur ajoutée totale sur un territoire donné et généralement sur une période donnée. Par exemple, on parle du PIB de 2022 de la Belgique. C'est-à-dire, c'est l'observation par un certain nombre, alors il y a plein de manières différentes d'observer le PIB, mais si vous le faites sur 2 années différentes, vous devez le faire de la même manière, parce que sinon, si vous considérez, par exemple, je sais pas moi, la valeur ajoutée totale des produits et des services réalisés en Belgique en 2022, et puis que l'année suivante, vous considérez les échanges commerciaux réalisés en Belgique, vous comparez 2 choses différentes. Donc vous n'aurez pas une bonne comparaison. Il faut comparer en 2022, par exemple, l'ensemble des échanges monétaires, et en 2023, l'ensemble des échanges monétaires. Et si vous constatez qu'en 2023, il y a 3% de plus d'échanges monétaires qu'en 2022, vous savez qu'il y a 3% de croissance du PIB. C'est comme ça c'est une des manières de calculer le PIB. Il y en a plein d'autres qui se font effectivement de manière assez sophistiquée. Mais globalement, il y a moyen de calculer une croissance une fois que cette croissance est passée. C'est-à-dire, on ne peut envisager qu'avec une boule de cristal les croissances du futur, mais il y a moyen d'observer la croissance de 2023 par rapport à la croissance de 2022, maintenant que c'est terminé. Et en fonction de ça, on peut éventuellement observer si la croissance du PIB a donné ou n'a pas donné une augmentation d'emploi. Beaucoup d'économistes, évidemment, vont vous dire il faut de la croissance pour qu'il y ait de l'emploi. C'est une idéologie parce que ça ne tient pas compte d'un ensemble de facteurs, comme par exemple l'augmentation de la productivité, ou la machinisation, ou la numérisation. À partir du moment où on numérise ou on machinise, fatalement, ou éventuellement vous êtes plus productif que l'année dernière, imaginons que tu te formes mieux que l'année dernière, tu vas produire plus en termes de services ou de production de biens, mais toute seule, tu vas produire par exemple 2 ou 3% de plus que l'année précédente, on n'aura pas engagé quelqu'un pour autant. Donc, tu n'auras pas augmenté l'emploi. Et pourtant, grâce à toi, le PIB va croître. Donc c'est absurde. En tout cas, il est absurde de considérer simplement que parce qu'il y a une augmentation du PIB, il y a une croissance d'emploi. Il faudrait que ce soit à productivité constante, à machinisation constante, à numérisation constante. Ce qu'on ne fait pas, évidemment, quand on entend Bruno Le Maire dire « Ah, mais il va y avoir 1,5% de croissance l'année prochaine, donc
on va avoir de la création d'emplois. C'est du wishful thinking. C'est de la pensée souhaitée, mais ça n'est absolument pas de la réalité. À la limite, c'est un acte magique. Hein. Je crée de la croissance, il va y avoir de l'emploi. Non. Ça n'a pas de sens de dire cela. Mais c'est un argument qu'on reprend fréquemment, hein, de dire s'il y a de la croissance du PIB, il y aura de la croissance de l'emploi. Par contre, ce qui arrive très souvent, c'est qu'on entend des hommes politiques dire il y a eu une croissance de 1,5%, donc ça va créer de l'emploi. C'est encore plus absurde. Parce que s'il y a eu de la croissance en 2023, ben, l'emploi qui a provoqué cette croissance, éventuellement, il est déjà produit. Donc ça ne veut pas dire que s'il y a eu de la croissance en 2023, il va y avoir de la création d'emplois en 2024. Ça n'a pas de sens. La croissance est déjà faite. Donc voilà, ça c'est le PIB. Alors la dette publique, elle, c'est bon, on en est plus conscient, hein, évidemment. Par dette publique, on entend essentiellement ce que doivent les États et leurs subdivisions fédérées, donc les régions, les communautés, tout ça, à des créanciers privés au public. Hein, vous avez des États qui sont endettés auprès d'autres États, éventuellement. Les dettes privées ne sont pas incluses dans ce calcul, sans aucune considération pour les actifs des États en question. Donc, on considère la dette publique simplement en tant qu'objet brut, et donc on ne le considère pas par rapport au patrimoine des États. Ici, un intervenant a fait remarquer que c'était totalement contraire aux lois comptables. Exactement, parce qu'on entend très souvent des hommes politiques qui vont dire « Ah, mais moi j'agis en bon père de famille, hein, je regarde ma dette par rapport à mes revenus. » Si vous allez chez un banquier et que vous demandez un prêt, il va vous demander en grande partie quel est votre patrimoine. Bah, on ne demande pas ça à un homme politique quand il parle de la dette publique. C'est quand même très curieux. Alors, j'ai cherché, parce que j'ai trouvé le patrimoine total des Belges. Donc le patrimoine total des Belges est à peu près 2 fois supérieur à la dette publique. Donc on doit plus ou moins 1200 ou 1300 milliards. Mais les Belges, donc nous avons 2900 milliards de patrimoine. On a en moyenne, je crois, 220 milliards, 220 000 euros chacun. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faudrait aussi compter le patrimoine de la Belgique. Et ça, j'ai cherché, j'ai pas encore trouvé. J'ai demandé, comme je l'ai dit mercredi, j'ai demandé à des correspondants de m'aider à essayer d'estimer le patrimoine, soit de la Belgique, soit de la France, parce que je me suis adressé à des Français. Ben, j'ai pas encore de réponse. Bref, voilà. Donc, ça c'est le problème, hein, c'est que l'article 126, donc part de présupposés qui sont complètement abstraits, complètement artificiels et sur lesquels il est extrêmement difficile d'avoir une discussion concrète. Malgré tout, c'est la règle. Il faut que nous ayons une dette de 60% du PIB et un déficit maximum de 3% ou de 1,5% ou de 0,5% suivant les circonstances. Bon, pour rappel, ce que déterminent là les traités, même si les chiffres sont dans les protocoles et pas dans les traités, c'est ce qui va ensuite être adopté comme traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance ou pacte budgétaire européen, signé en 2012, entré en vigueur en 2013, qui implique un ratio dette PIB de 60%, un déficit structurel du budget de 0,5% et éventuellement conjoncturel en cas de gros problèmes de 3%. Alors, vous êtes tous conscients que, évidemment, ce déficit conjoncturel a été largement dépassé dans les différents temps de crise, ce qui n'était pas normal, mais qui a quand même été fait. Il est clair que ce traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance a été maintes fois transgressé dans l'Union européenne, et ça a finalement été entériné même par l'Allemagne, qui s'est retrouvée dans la situation de devoir le faire également. Ça n'empêche que dès qu'ils le voudront, dès qu'ils le pourront, ils vont remettre en question la possibilité de transgresser cette règle. Quand je dis ils, donc ça peut être un groupe de citoyens allemands, comme ça peut être une grosse entreprise ou une banque, etc., qui peut remettre en question les aides européennes en temps de crise, pourquoi pas, ou les aides même d'État en temps de crise. Ce qui a failli se produire avec un procès qui a été intenté à la Cour constitutionnelle allemande, à Karlsruhe, laquelle a effectivement donné raison dans un premier temps aux personnes qui avaient porté plainte contre les aides européennes à l'époque du Covid. Mais il se trouve qu'ensuite la Cour de justice de l'Union européenne, qui voyant le vent du boulet souffler en se disant si jamais on donne raison à Karlsruhe, c'est plus une révolte, ce sera une révolution, monseigneur. Karlsruhe a fini par revenir sur sa première décision, notamment parce que son président a pris sa retraite. Donc le président de la Cour constitutionnelle a opportunément pris sa retraite, voilà. Et il se trouve qu'il y a une nouvelle génération apparemment de juges en Allemagne qui s'est dit que ce serait quand même bien qu'on préserve l'Union européenne. Mais donc on a été à ça que l'Allemagne effectivement décide que soit il fallait sortir de l'Union européenne, soit l'Union européenne devait revenir sur les aides qui ont été accordées au moment du Covid. À ça. À tout moment, ça peut revenir. Si c'est pas Karlsruhe, ça pourrait être la Pologne. Si c'est pas la Pologne, ça pourrait être un autre pays.
En tout cas, les traités sont très solides. Ici, Didier est intervenu en faisant noter qu'à cause de cette règle, si un État décide d'investir, par exemple, pour la politique environnementale, il ne peut tout de même pas dépasser les 3% de déficit conjoncturel ou 0,5% du PIB de déficit structurel, même si les investissements nécessaires pour la restructuration de l'ensemble des infrastructures de l'État le nécessitaient, eh bien, en raison de cette règle, un État à l'intérieur des traités de l'Union européenne ne peut pas le faire, surtout qu'il est soumis à la surveillance ce qu'on appelle le semestre européen, c'est-à-dire notamment de la Commission qui surveille l'application de cette règle dans les budgets de différents États. Autrement dit, la transformation économique en vue de la réduction de dépenses énergétiques, de la réduction de la pollution, est moins importante que le respect de cette stupide règle. Comme les apprenants désiraient savoir s'il y avait moyen de changer les règles, j'ai dû passer à un élément que je voulais aborder plus tard, c'est-à-dire l'article 48 du TEE qui permet normalement de changer les traités. Et on va voir maintenant les conditions dans lesquelles il y a moyen de le faire. Maintenant, si vous voulez modifier un traité, voici la méthode. Alors, c'est l'article 48 du TUE qui le prévoit. Alors, il faut qu'un gouvernement propose une modification. Ça peut être d'une virgule dans un article, comme ça peut être de 18 articles. Pourquoi pas? Alors, une fois que le gouvernement, imaginons que le gouvernement belge propose de retirer le mot croissance des traités. Pourquoi pas? Eh bien, il faut qu'une majorité des gouvernements des 27, donc il faut que 14 gouvernements acceptent d'examiner la mesure. Et une fois qu'ils ont accepté d'examiner la mesure, il faut que tous les gouvernements ensuite, donc les 27, doivent adopter cette mesure. J'avais pris l'exemple du mot croissance tout simplement parce que dans le capitalisme, la croissance est absolument nécessaire. Or, elle est omniprésente dans les traités de Lisbonne comme un prérequis idéologique marquant par là que l'Union européenne est bien un instrument du capitalisme et non pas une constitution neutre idéologiquement sans base. Au contraire, les traités de l'Union européenne sont idéologiquement biaisés vers le libéralisme, vers le capitalisme. Ceci montre une fois de plus qu'une politique de gauche dans l'Union européenne est totalement impossible, tout simplement, puisque les traités de l'Union européenne ne prévoient que des politiques de type capitaliste. Et alors, il y a encore un élément, tu parlais d'horreur comptable, c'est que le TSCG compare la dette au PIB, autrement dit, comme le disait Olivier Berruyer, qui est cet économiste dont je me suis inspiré pour cette partie-là de mon exposé, c'est qu'on compare un stock, la dette, avec un flux, le PIB, et ce, en termes comptables, de nouveau, ça n'est pas raisonnable. Ça ne se fait véritablement que au sein de l'Union européenne. N'importe quel économiste un peu sérieux et un peu honnête, normalement, devrait dire on ne fait pas ça. On ne compare pas un stock avec un flux. Je crois que c'est vraiment très important que vous ayez en tête l'idéologie qui se trouve derrière l'Union européenne, et elle se trouve notamment dans ce paragraphe 3, alinéa 1 de l'article 3 du TUE. L'Union, donc l'Union européenne, dans les traités, l'Union européenne, c'est l'Union. L'Union établit un marché intérieur, elle œuvre pour le développement durable de l'Europe, fondée sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive qui tend au plein emploi et au progrès social et un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement. Tous les mots sont importants, comme dit Acrimed, les mots sont très importants. L'Europe, elle est fondée sur une croissance économique équilibrée, sur la stabilité des prix, et elle tend au plein emploi. Donc, qu'est-ce qui est plus important ici? C'est ce qui fonde, évidemment. C'est la base. La base est plus importante que ce vers quoi on tend. Donc, ce qui est le plus important, c'est la croissance économique équilibrée, la stabilité des prix. Alors, attention à économie sociale de marché, on pourrait croire que c'est sympathique, mais économie sociale de marché est typiquement une expression issue des fameux théoriciens de l'ordolibéralisme dont je vous parlais tout à l'heure. Une économie sociale de marché, c'est une économie de marché fondée sur une société stable. C'est ça, l'économie sociale de marché. Ça n'est rien d'autre. Si on vous dit, mais il y a social dans l'économie sociale de marché, dans l'idée des idéologues de l'Union européenne, économie sociale de marché, c'est bien ça, c'est un marché figé avec une société
calme et stable. Et hautement compétitive, là, vous savez ce que ça veut dire. Donc, alors, qui tend au plein emploi? Le plein emploi, pour la plupart des économistes libéraux, c'est 5% de chômage. Hein. C'est ça. Il faut qu'il y ait 5% de chômage, sinon il n'y a plus de pression sur les salaires. On tend au plein emploi, on n'atteint pas le plein emploi. Et alors, un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement, il est clair qu'évidemment, ça, c'est subjectif. Hein. Il est important de montrer véritablement quelles sont les priorités de l'Union européenne. Ici, cet article est clair dans son obscurité. On tend vers quelque chose, mais on est fondé sur quelque chose de plus important. Et ce qui fonde l'Union européenne, ce sont les valeurs du capital, ce sont les valeurs du libéralisme. Ce vers quoi on tend, c'est une espèce d'aspiration plus ou moins philosophique et qui n'a absolument plus rien de concret à partir du moment où on n'atteint pas l'objectif de croissance. Alors, il reste quoi? Il reste les valeurs européennes, bien sûr. Mais les valeurs européennes sont illustrées par la situation de Julian Assange, que l'Union européenne n'a jamais tenté de sauver, ou par Georges Ibrahim Abdallah, qui est donc le plus vieux prisonnier politique de l'histoire, actuellement vivant, et il est emprisonné où ça? Non, en France. Georges Ibrahim Abdallah est un prisonnier politique en France. Donc Georges Ibrahim Abdallah est bien un militant communiste libanais. Mais qui a été condamné en France, qui est en prison depuis 40 ans maintenant, plus que 40 ans, 43 ans si je me souviens bien, et qui est libérable depuis une quinzaine d'années, mais comme les États-Unis font pression depuis lors, et surtout une certaine Hillary, fait pression sur la France pour ne pas le libérer, il n'est pas libéré. Alors, les valeurs européennes, c'est aussi... la Turquie est candidate à l'adhésion de l'Union européenne, alors que c'est un pays qui est sous guerre civile larvée depuis des décennies et que l'on ne condamne pratiquement pas au niveau européen. Je parle même pas de son salaire minimum, mais ça, c'est le cas d'énormément de pays qui sont candidats à l'Union européenne. Il y a la Hongrie, par exemple, qui a un régime de moins en moins libéral et où il est de moins en moins bon d'être un opposant. De nouveau, la Hongrie, c'est un parmi d'autres. Hein. On fait sauter parfois des journalistes aussi jusqu'à Chypre. Et alors, un élément que je trouve quand même très important, c'est que les valeurs européennes, manifestement, comme elles ont totalement bloqué la possibilité d'exercer une politique de gauche, qu'est-ce qu'elle a encouragé? L'extrême droite, puisqu'il est la seule alternative possible pour la population de s'exprimer pour essayer d'obtenir quelque chose d'autre que ce que la droite propose. Alors de nouveau, moi je ne le souhaite pas, moi je ne l'espère pas, mais il se trouve que c'est la seule alternative démocratique qui reste dans les urnes pour beaucoup de monde, c'est de voter extrême droite plutôt que ce qui les oppresse depuis des décennies. Mais l'extrême gauche ne peut pas s'exprimer politiquement dans l'Union européenne, donc les gens s'en sont vaguement conscients. Ils voient bien que même quand il y a des partis de gauche au pouvoir, par exemple au Portugal, il y a eu un gouvernement de gauche pendant pas mal de temps. L'extrême droite n'est absolument pas un obstacle à l'exercice de l'économie de marché. Un État de droit n'est pas nécessairement un État démocratique. Alors, en ce qui concerne l'extrême droite, je propose quand même un petit tableau comparatif de ce qui existait avant l'Union européenne et depuis lors. Donc aux Pays-Bas, l'extrême droite faisait 0,9% péniblement. Aujourd'hui, l'extrême droite fait 31,54% aux Pays-Bas. En Belgique, le Vlaams-Blok faisait 1,9% en 1987. En 2019, désormais, les différents partis d'extrême droite qui existent, au niveau francophone, c'est pas énorme, mais font un total de 29,72%. C'est quand même un petit peu plus. En Autriche, alors l'Autriche avait une histoire un petit peu différente. Alors, elle adhère en 1995. À l'époque, elle avait un FPO à 9,7%. Aujourd'hui, il était 16,7%. Il y a eu cependant, à plusieurs reprises, l'extrême droite au pouvoir ou presque au pouvoir en Autriche. L'Allemagne, elle avait une extrême droite à 7,1% en 1989. Aujourd'hui, elle est à 10,34%, mais avec des perspectives pour les élections européennes qui semblent en faire un des... Je me demande si c'est pas le deuxième ou le deuxième parti... Le troisième parti en termes de perspective. En France, en 1988, alors comparons ce qui est comparable, on ne va pas comparer le deuxième tour des élections, mais au premier tour des législatives, l'extrême droite faisait 9,66%. En 2022, 24,02%, et vous le savez, le RN et la Reconquête et les différentes groupuscules d'extrême droite sont très très présents et pourraient bien gagner les élections européennes. En Italie, l'Italie est aussi un pays qui expérimente pas mal. Et donc, en 1986, le MSI, qui était le seul parti d'extrême droite à l'époque, faisait 5,9%. Aujourd'hui,
Il est à 34,77% et il est au pouvoir. La Suède et le Danemark sont des pays un peu particuliers. Il n'y avait pas de parti d'extrême droite avant l'arrivée de l'Union européenne. Mais il faut savoir, il faut quand même nuancer, hein, il faut toujours tout nuancer. Il n'y avait pas d'extrême droite, mais la politique en Suède était pas très favorable aux migrants. Et au Danemark, même la gauche avait un programme anti-migrant à l'époque. Mais enfin, ça n'empêche que depuis lors, en Suède, vous le savez, l'extrême droite est au pouvoir. Et au Danemark, chaque fois que la droite a été au pouvoir, elle était soutenue par un parti d'extrême droite qui n'était pas nécessairement au gouvernement. Et ça, c'est depuis, de nouveau, l'Union européenne. Avant, ça n'arrivait pas. L'Espagne, elle est inclassable parce que c'est une héritière du franquisme et extrêmement... Alors, c'est un peu contradictoire ce que je veux dire, mais il se trouve qu'il y a des réalités sociales parfois différentes. Alors qu'au Portugal, l'extrême droite a mis énormément de temps à s'exprimer. En Espagne, elle a continué à s'exprimer à travers le Parti populaire, qui est un parti héritier de l'administration franquiste. Donc, il est extrêmement difficile de faire des comparaisons d'une décennie à l'autre, même si aujourd'hui, il y a un parti qui se déclare ouvertement d'extrême droite. En réalité, le Parti populaire a toujours été d'extrême droite. Le Grand-Duché de Luxembourg est un peu une exception. Il n'y a pas d'extrême droite dans ce pays, mais enfin, c'est un pays où le niveau de vie est tellement élevé que ceci explique peut-être cela. Alors évidemment, on pourrait parler en long, en large et en travers de la Pologne, de la Hongrie, de la Slovénie par exemple, ou même de la Slovaquie, qui ont des gouvernements proches de l'extrême droite, sinon d'extrême droite. Bon, la Pologne maintenant c'est un petit peu différent, puisque c'est Donald Tusk qui a repris les rênes, mais enfin bon, est-ce que c'est mieux? Je ne sais pas. L'Autriche, les Pays-Bas, l'Italie et... ont connu des gouvernements d'extrême droite. La politique de la République en Slovaquie, c'est très difficile de lire la politique en Slovaquie, parce qu'évidemment, d'abord, il faut maîtriser le slovaque. Il faut maîtriser le slovaque, non pas. Mais donc, les grands partis qui se partagent le pouvoir en Slovaquie depuis des décennies sont des partis de droite, conservateurs et populistes, donc on n'est pas près de changer. Il y a bien un parti social-démocrate, mais il est populiste aussi. Voilà, j'achève cette partie ici, en attendant la troisième et dernière, qui sera beaucoup plus tournée vers l'environnement et sa non-possibilité dans l'Union européenne. À bientôt.